Paul-Albert Ivens, bonjour. Bonjour. Christiane Taubira, garde des Sceaux, a présenté le 9 octobre dernier sa réforme pénale. Elle a présenté donc ce projet en disant qu'il avait un objectif notamment de permettre aux juges qui puissent appliquer, prononcer plus exactement une peine plus juste et adaptée. Pensez-vous que cette réforme va permettre aux juges justement d'atteindre cet objectif? Je pense d'abord que c'est une très bonne réforme, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une réforme qui allait dans le sens de l'intérêt qu'on porte à la réadaptation du condamné, plutôt que de toujours la protection de la victime, qui a été surestimée pendant des années et des années dans le cadre des réformes successives. La justice est là, certes, pour que la victime y voit reconnu son droit, mais c'est d'abord le problème du condamné. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de droits dans lesquels la victime n'intervient pas dans le cours du procès pénal. En France, non seulement il intervient, mais depuis des années, on donnait à la victime une importance qui finissait par être disproportionnée. Là, voilà enfin une réforme qui se réintéresse au sujet principal de l'instance pénale, qui est quand même le prévenu et le futur condamné. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Deuxième point positif, c'est la première fois depuis le code pénal que l'on définit la peine. Jusqu'à présent, c'est très curieux, le code pénal disait les peines criminelles sont, les peines délictuelles sont, les peines contraventionnelles sont. Il n'était dit nulle part à quoi sert une peine. Là, il y a un article qui est utile parce qu'il reprend toute la doctrine et toute la jurisprudence. Le rôle de la peine, c'est certes sanctionner, c'est certes permettre la satisfaction quelque part de la victime, mais surtout de permettre la réadaptation et l'amendement du prévenu et de la personne condamnée. Donc, c'est important de l'affirmer, parce qu'on consacre dans le code pénal qu'on n'est pas là simplement pour sanctionner ou pour satisfaire la victime, on est là également et tout aussi prioritairement pour permettre la réinsertion de celui qui a fauté. Donc, c'est une réforme qui va tout à fait dans le sens que l'on pouvait espérer. Et sur la suppression des peines planchers, c'est une bonne chose selon vous? Alors, la suppression des peines planchers était nécessaire. On se rend compte qu'elle n'avait eu aucun effet, contrairement à ce qui était attendu théoriquement par les auteurs de cette loi sur la récidive. Il n'y a pas eu moins de récidive du fait qu'il y avait des peines planchers. Malheureusement, le récidiviste ne réfléchit pas au fait qu'il va se faire prendre au moment où il récidive. Il pense précisément qu'il ne va pas se faire prendre, sinon il ne récidiverait pas. Donc cette idée que la peur du gendarme ou la crainte, etc., n'a pas plus marché en France qu'elle ne marchait aux États-Unis. Vous vous souvenez, vous savez sans doute qu'il y a aux États-Unis cette règle 3 coups et vous êtes dehors, je ne veux pas le dire en anglais à cause de mon accent, qui n'a pas marché non plus, parce que les gens finissent par en faire 3 et disent mais je ne comprends pas que cette loi me soit applicable. Donc la peine plancher, c'est-à-dire un système de peine automatique, qui était contraire quand même à tout ce que l'on sait aujourd'hui et depuis 2 siècles au moins que l'on réfléchit au problème de la peine et des condamnations. Cette peine plancher stupide méritait d'être retirée de notre arsenal législatif et je m'en réjouis. Alors, une autre mesure phare de la réforme pénale de Christiane Taubira, c'est la contrainte pénale, qui est présentée comme une mesure de probation en milieu ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est très bien, dans la mesure où ça va laisser encore de la liberté au juge. C'est-à-dire que plutôt que de laisser au juge de l'application des peines le soin de voir, une fois que la condamnation est prononcée, si elle est bien adaptée à la personne, on va permettre au juge, celui qui va rendre la sanction, prononcer la sanction, de l'apprécier lui-même. Et finalement, c'est pas mal, parce que celui qui rend la décision est le plus à même, peut-être, de se rendre compte de la dangerosité de la personne qu'il a eue en face, dont il a vu les réactions à l'audience, ou de sa réadaptation. Donc, tout ce qui permet au juge d'avoir une meilleure connaissance, parce qu'il y a aussi une disposition qui permet au juge d'ajourner la peine pour avoir une meilleure connaissance de la personnalité, ce qui est une excellente mesure. Mais également, une fois qu'il a cette connaissance de la personnalité, d'affiner sa peine de sorte que la contrainte pénale fasse que la peine soit adaptée à l'individu, me paraît une bonne chose. Alors évidemment, on peut dire que ça se surajoute à un dispositif qui est déjà extrêmement large et que cela peut ressembler beaucoup trop au sursis avec mise à l'épreuve.
Mais précisément, le sursis avec mise à l'épreuve, c'était le JAP, le juge d'application des peines. Là, ça va être le juge qui prononce la sanction, qui va le prononcer. Ça me paraît une bonne initiative et ça ne désarme pas du tout la justice pénale, contrairement à ce qu'on entend partout, puisque la justice pénale a aujourd'hui déjà tous les moyens, si elle le souhaite, de ne pas sanctionner. Je cite un seul exemple, n'importe quelle peine d'emprisonnement peut se voir substituer un retrait de permis de conduire. Bon, ça c'est notre droit positif aujourd'hui. Donc ne disons pas que le juge est désarmé par la loi Taubira, qui au contraire va permettre une meilleure surveillance de la personne condamnée selon le souhait du juge qui condamne. Donc je crois que c'est une bonne chose. Alors justement, vous parlez d'un autre objectif du texte qui est d'améliorer la surveillance des condamnés. Et notamment, ce texte instaure un dispositif qui fait une sorte de bilan aux 2/3 de la peine des condamnés. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est aussi une excellente réforme, parce que paradoxalement, vous pouvez avoir un certain nombre de gens qui sont sans doute les moins dangereux des personnes qui sont en prison, qui ne vont pas faire les démarches pour sortir et qui vont y rester. Et donc que l'on réexamine leur situation et qu'on voit si effectivement ils méritent d'y rester, me paraît une très bonne chose. Qu'ils le méritent, que cet examen soit systématique est une très bonne chose. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que la réussite, évidemment tout le monde l'a dit, mais je ne peux pas ne pas le dire, la réussite de la réforme de Mme Taubira nécessite d'importants moyens. Et que le vrai problème, malheureusement, ça vaut pour tout le suivi socio-éducatif, pour l'exécution des peines, mais ça va valoir encore plus pour la contrainte pénale, nécessite un personnel formé, disponible, n'ayant pas trop de dossiers, pouvant apprécier au cas par cas les mesures à appliquer aux personnes condamnées. Alors, le Premier ministre a annoncé 1000 postes de conseillers d'insertion et de probation. Vous pensez que... Plusieurs années. Sur plusieurs années, Oui. justement, c'est échelonné. Vous pensez que ça ne suffit pas? Je crains que ce soit... Vous savez, c'est un énorme travail. On a affaire à une population qui a de plus en plus de difficultés à avoir des relations avec la justice, je peux dire ça comme ça, qui ne se rend pas forcément au rendez-vous, qui n'a plus forcément un domicile. Donc un suivi personnalisé, c'est un vrai travail. Ce sont des saints qui font ça. Je vous invite à en rencontrer dans le cadre de vos interviews. À mon avis, c'est presque plus intéressant que rencontrer un avocat. Ce sont des gens qui se dévouent à cela pour des salaires qui sont toujours extrêmement mineurs, mais qui considèrent ça, pour la plupart d'entre eux, comme une vocation pour aider à la réinsertion des détenus. Et ils y arrivent. Et un certain nombre de gens, quand ils sont bien traités, quand on y met les moyens, arrivent à se réinsérer. Alors évidemment, il y a de temps en temps un drame, c'est-à-dire quelqu'un dont on ne prévoit pas des réactions, une impulsion quelconque, et ça donne lieu à un scandale immédiatement, car certains lobbies s'emparent de la chose pour dénoncer tout ce qui n'est pas l'incarcération brutale. Mais le travail de réinsertion est infiniment plus important que le travail d'incarcération sèche, qui entraîne après des libérations sèches, et donc à 70%, je crois, une récidive. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.